Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que j'interviens aujourd'hui sur ce sujet, la protection osseuse dans les vascularites. Je me présente brièvement, Yannick Degboué, je suis universitaire au centre de rhumatologie au CHU de Toulouse. Je fais de l'arthrite et de la pathologie osseuse et j'anime également un groupe de recherche à l'INSERM concernant l'ostéo-immunologie. Donc brièvement mes conflits d'intérêts. Effectivement, ça passe pas exactement comme sur mon écran. La vascularite et l'os. Concrètement, on se situe dans une situation où on va avoir deux facteurs, d'une part la corticothérapie et d'autre part l'inflammation qui vont concourir à dégrader l'os dans sa structure et dans sa solidité. Et ça, vous le connaissez très bien au quotidien. C'est des choses que l'on peut objectiver très simplement avec des radiographies standards qui sont suffisantes pour faire un diagnostic de fracture puisque ça va être le problème essentiel. Éventuellement de l'imagerie en coupe qui nous simplifiera la tâche pour évaluer ces lésions. Une imagerie fonctionnelle, l'IRM, qui nous apporte comme information supplémentaire le fait que l'anomalie est récente, puisque l'on observe de l'œdème osseux qui est caractéristique d'une fracture récente, et éventuellement des signes atypiques quand on se pose la question d'une fracture cancéreuse. Et enfin, un examen alors un peu plus, j'ai envie de dire, archaïque, mais qui reste quand même très utile quand on cherche des fractures, des fissures qui sont multiples. La problématique ici, c'est vraiment celle de la corticothérapie. Pourquoi ? Parce qu'il a été décrit que cette corticothérapie augmentait le risque fracturaire. Alors cette étude assez intéressante qui a été faite sur des bases de données britanniques de médecins généralistes, c'est 250 000 patients année, où on observait les incidences des fractures chez des patients avant l'instauration du traitement, sous traitement et à l'arrêt du traitement. Et qu'est-ce que l'on observe ? Très clairement, si on prend les fractures non vertébrales ou d'autres types de fractures, c'est que les traitements par corticothérapie dégradent très fortement l'os et aboutissent à des fractures multiples. Et très rapidement finalement. Exprimé d'une autre façon, quand on s'intéresse au niveau de densitométrie osseuse et à l'incidence des fractures dans ce contexte, qu'est-ce que l'on observe ? Et vous prenez deux patients avec des niveaux de densitométrie osseuse évalués par le T-score similaire. Je me mets à 2,5 de T-score, moins de 5. Je prends des patients qui ne sont pas exposés aux glucocorticoïdes et je prends des patients exposés aux glucocorticoïdes. Et la simple exposition aux glucocorticoïdes avec des T-scores similaires aboutit à un risque de fracture beaucoup plus élevé. Donc oui, la corticothérapie est un poison sur l'os. Quand on s'intéresse finalement à quel va être le seuil de corticothérapie qui va être associé à ce risque de fracture, alors c'est des données qui sont connues, ça a été réévalué récemment, vous avez ce joli papier dans Arthritis qui a été publié cette année. On voit que c'est vraiment au-delà de 5 mg que ça décroche. Donc pour nous, rhumatologues, finalement, la forte dose de cortisone, c'est déjà à 7,5 mg. C'est pas tout à fait intuitif, mais des doses faibles de corticothérapie, vous le savez tous, 10 mg de cortisone pendant 15 jours, j'impacte une réponse antivaccinale, une réponse vaccinale. 7,5 mg de cortisone pendant plus de 3 mois, j'impacte mon squelette, et on le voit sur les cumuls d'incidence de fractures vertébrales et non vertébrales. Et les données plus anciennes nous racontent exactement la même chose. Si je m'intéresse à mes patients que je stratifie en fonction de leur genre, les femmes, les hommes, et en fonction également de l'âge, vous avez des strates d'âge, à gauche 18-34 ans, et plus on va vers la droite, plus on est âgé, et à droite c'est au-delà de 65 ans. Mais qu'est-ce que l'on constate ? D'une part, que le fait d'être une femme, en particulier à partir de la ménopause, va être associé à un sur-risque de fracture dès lors qu'on est exposé à des glucocorticoïdes, et que plus la dose est élevée, dans cette étude, élevée c'était 7,5 mg au moins, plus la dose est élevée, plus le risque augmente. Vous voyez que l'augmentation chez la femme est exponentielle. Quid de ces fractures dans la pratique clinique ? Alors, il y a une particularité de la fracture ostéoporotique, c'est la fracture vertébrale. On se fracture le poignet, on a mal. On se fracture le col du fémur, on a mal. Il n'y a aucun débat là-dessus. Les fractures vertébrales, de manière surprenante, c'est une question d'innervation. Dans 30% des cas, ces fractures sont asymptomatiques. Et quand on s'intéresse à des cohortes de rhumatisme inflammatoire, incluant notamment des vascularites, mais si je regarde la proportion de patients qui ont au moins eu une fracture vertébrale strictement asymptomatique, donc qui n'ont pas eu d'histoire de douleur rachidienne, quasiment 40% des patients avec une vascularite ont eu au moins une fracture vertébrale. Donc c'est important dans notre stratégie d'avoir en tête que ces fractures peuvent être tout à fait asymptomatiques. Mais elles ne le sont pas toujours, puisque dans 2 tiers des cas, le patient se plaindra de douleurs qui vont justifier un recours à la morphine notamment. Quels sont les prédicteurs de ces fractures sous glucocorticoïdes ? 2 prédicteurs principaux. D'une part, le niveau de densitométrie osseuse,
que l'on analyse par un examen très simple qui est l'ostéodensitométrie. Et le deuxième point, c'est la dose quotidienne de glucocorticoïdes. Alors j'insiste sur le point quotidien, ce n'est de manière surprenante absolument pas la dose cumulée. C'est vraiment ce que vous donnez au quotidien. Et à partir du moment où on excède 7,5 mg, on sait qu'on fait courir un risque plus important de fractures vertébrales et de fractures non vertébrales à nos patients. Quid des vascularites, puisque le topo est centré sur les vascularites. Mais qu'est-ce que l'on observe dans la littérature? Ce que l'on connaît déjà dans les autres populations de patients, c'est-à-dire que des ostéoporotiques, on en voit chez les hommes, on en voit chez les femmes. On en voit beaucoup plus chez les femmes post-ménopausiques que les femmes avant la ménopause, évidemment. Et sur des papiers plus récents, là, dans ARD, publiés l'année dernière, on observe, vous voyez ces patients, c'est des patients atteints de rhumatisme inflammatoire, vous en aviez 1000, avec 400 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, environ 300 atteints de connectivite et 173 atteints de vascularite. Ces patients sont exposés à une corticothérapie. Alors, je suis toujours surpris par la cortisone dans les spondylarthrites puisque ça ne marche pas dans les spondylarthrites. Mais le point essentiel, c'est que l'on observe 2 points. D'une part, que l'on a une prévalence de l'ostéoporose de l'ordre de 10%. Et d'autre part, c'est ce que je vous ai signalé juste avant, c'est que beaucoup de patients ont des fractures, beaucoup plus que 10%, ça peut aller jusqu'à 24% pour les fractures non vertébrales, ce qui vous pointe un élément, c'est que la densitométrie osseuse peut être prise à défaut dans les ostéoporoses secondaires. Dit différemment, on peut avoir authentiquement une ostéoporose qui se manifeste par des fractures. Je fais la densitométrie osseuse à mon patient et elle est quasiment normale. Et ça, c'est très classique pour nous rhumatologues. Dans un tiers des cas, la densitométrie osseuse est prise à défaut parce qu'elle n'analyse pas tous les composants qui expliquent la solidité osseuse. C'est déjà pas mal comme examen, mais il peut être pris à défaut. Donc il faut l'avoir en tête, encore une fois, dans nos stratégies thérapeutiques. Alors vous me direz, c'est quand même surprenant. Je suis spécialiste de maladies inflammatoires, je soigne des patients qui ont un système immunitaire qui va générer de l'inflammation des cellules Th1, des cellules Th17, des macrophages, qui vont me produire des cytokines pour lesquelles ça fait 20 ans qu'on m'explique que ça génère de l'ostéoporose. Pourquoi un traitement anti-inflammatoire par cortisone va m'aggraver ce phénomène? Premier élément de réponse, l'os est un tissu cible de la cortisone. Dans l'os, vous avez une composante minérale, les cristaux, une composante organique, le collagène et compagnie, et puis une composante cellulaire avec 3 types de cellules. Essentiellement l'ostéocyte, qui est une cellule, c'est 95% des cellules en fait, qui est le chef d'orchestre du fonctionnement de ces cellules et qui va induire de la formation osseuse. Vous avez également des ostéoblastes, qui sont les cellules professionnelles qui forment l'os, et des ostéoclastes, qui sont les cellules professionnelles qui détruisent l'os. Mais c'est utile de détruire. Hein. Comme quand on bricole à la maison, avant de fabriquer quelque chose, il faut d'abord nettoyer et enlever ce qui est de mauvaise qualité. Mais le problème, c'est que quand j'expose mes patients aux glucocorticoïdes, qu'est-ce que j'observe? C'est que les cellules qui forment rentrent en apoptose et fonctionnent beaucoup moins bien, alors que les cellules qui détruisent l'os sont beaucoup plus différenciées et sont beaucoup plus actives. Et ça m'amène une balance osseuse qui est négative et donc une augmentation du risque de fracture. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le système neuroendocrine va aussi être impacté avec une répression de l'axe somatotrope, moins de GH, moins d'IGF-1, ce qui amène à une réduction de la formation osseuse. Une réduction de nos hormones sexuelles. Vous avez des patientes en âge de procréer qui n'ont plus de règles dans le contexte de maladies auto-immunes et que c'est accentué par la corticothérapie. Et bien je fais sauter la protection hormonale, confère la ménopause, et j'augmente la résorption osseuse. Donc ce deuxième élément va encore impacter l'os. Troisième élément qui va impacter mon os, l'absorption, le métabolisme du calcium, parce que la cortisone augmente l'excrétion rénale du calcium et réduit l'absorption digestive entérocytaire du calcium. Et pourquoi j'ai besoin de calcium? Pas de calcium, pas de cristal osseux, os non dense, qui fracture. Et enfin, le dernier élément qui explique cette toxicité de la corticothérapie, c'est le muscle. Vous le savez, la cortisone induit des nécroses des fibrilles musculaires, de la myotopathie cortisonique, qui en règle générale est indolore, une sarcopénie, et donc on augmente le risque de chute. Et quand j'accumule tout ça, je me retrouve avec un patient qui a un risque fracturaire nettement plus élevé que le patient qui n'est pas exposé à la cortisone. Alors concrètement, comment prendre en charge ces patients? Alors, il y a beaucoup de choses dans la littérature, vraiment beaucoup de choses. Mais si je devais simplifier, alors, il y a les recommandations françaises, c'est déjà pas mal à suivre, les recommandations de l'ACR, le collège américain, et les recommandations européennes, notamment sur la prise en charge des vascularités en cas, mais qui vous renvoient à une autre recommandation sur la question. Alors j'ai bien aimé cette revue de littérature publiée dans Nature Reviews Rheumatology, qui reprenait toutes les recommandations qui existent occidentales. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même un tronc commun, des éléments communs qui sont ceux que je vous ai cités précédemment, quant au terrain chez qui il faut être vigilant, aux doses de cortisone et le seuil d'intervention. Donc très concrètement,
Comment est-ce que je vais évaluer ce risque? Ben, ça va être vraiment très simple. C'est l'interrogatoire. Est-ce que je suis dans une situation où j'anticipe, où j'ai déjà exposé mon patient à plus de 3 mois de corticothérapie à 7,5 mg? Si la réponse est oui, je dois me poser la question de l'ostéoprotection. Deuxième point, est-ce qu'il existe des fractures? Alors ça c'est simple, hein, c'est interrogatoire et radiographie standard. A fortiori, si votre patient vous dit je suis déjà ostéoporotique, vous savez que vous n'allez pas couper à l'ostéoprotection. Et la dernière chose, ben, le risque de chute, glaucome, cataracte, éventuellement cortico-induite, atteinte neuropathique, je chute, donc je risque de me fracturer. Et le deuxième élément, ben, l'ostéodensitométrie, examen remboursé par la sécurité sociale, coût pour le contribuable 40 € remboursés, c'est pas excessif, mais c'est rentable. Ça me permet, si le T-score est en dessous de moins 2,5, d'identifier un patient ostéoporotique, même si l'examen est imparfait. Nous avons, tout à l'heure, le collègue a montré des calculateurs qui permettent d'évaluer le risque de dégradation de la fonction rénale en fonction de la protéinurie. On a exactement la même chose pour l'ostéoporose, ça s'appelle le score FRAX, qui est accessible en ligne gratuitement. Vous tapez FRAX sur votre moteur de recherche préféré, vous rentrez les facteurs de risque et ça vous donne un risque majeur de fracture à 10 ans. Et on a des seuils d'intervention qui vous permettent de dire il faut y aller ou il ne faut pas y aller en termes de traitement. Et le dernier élément des examens complémentaires, c'est bien évidemment le dosage de la 25OH vitamine D, parce que ça fait partie de la bonne santé osseuse d'avoir des niveaux de vitamine D satisfaisants, au moins à 30 nanogrammes ml pour la 25OH, sachant que dans le contexte de maladie rénale chronique, bien évidemment, j'ai moins d'hydroxylation, donc la question du dérivé alpha-hydroxylé se posera. Donc, le mode d'entrée de la prise en charge, c'est corticothérapie pendant plus de 3 mois, ou déjà reçu pendant au moins 3 mois, et je vous le résume de manière beaucoup plus simple. Ça, c'est la même chose. J'ai deux populations. La population des femmes post-ménopausiques ou des hommes de plus de 50 ans, mais chez ces patients-là, si la dose de cortisone, de prednisone, d'équivalent prednisone, est supérieure à 7,5 mg d'équivalent prednisone par jour, ou si l'âge est supérieur à 70 ans, ou s'il y a déjà eu une fracture ostéoporotique, ou si j'ai un T-score bas, je mets en place un traitement anti-ostéoporotique médicamenteux. Donc, femmes post-ménopausiques, hommes de plus de 50 ans. Et vous remarquez, je me permets d'insister, à 70 ans, c'est réglé. Traitement systématique. Deuxième population, mais la zone grise pour moi. La femme avant la ménopause ou l'homme avant 50 ans. Globalement, des patients avec une santé osseuse correcte. Mais chez ces patients-là, ce qui va être une indication univoque au traitement, c'est le fait qu'on les a cortisonnés au long cours et qu'ils ont déjà fait une fracture, puisque l'événement dur que je souhaite éviter est déjà arrivé. Donc il n'y a pas de discussion, celui-là il faut le traiter. Et puis dans tous les autres cas, c'est les avis d'experts, et je vous assure que ce n'est pas beaucoup plus facile pour moi que ça ne l'est pour vous, mais c'est la place du rhumatologue dans ce genre de cas de figure. Je n'aborde pas ici la question de la gestion des bisphosphonates ou des traitements chez les stades 4, les MRC4, mais si vous voulez on peut en discuter après, mais les traitements que l'on propose prioritairement chez ces patients-là sont les bisphosphonates, évidemment, le grand classique pour nous rhumatologues, le tériparatide, la parathormone en fait. Si le patient a de toute façon une ostéoporose, j'ouvre complètement mon arsenal thérapeutique à toutes les autres molécules qui sont disponibles, dont le denosumab. Et bien évidemment, il y a les mesures associées, la supplémentation vitamino-calcique, comme tout à l'heure pour la néphroprotection, l'exercice physique, la prévention des chutes, et puis ce que vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux, la réduction de la posologie de glucocorticoïdes à la dose minimale efficace. Sachant que ce que j'ai aujourd'hui en termes de remboursement et d'AMM, c'est le risidronate, l'acide zolédronique et le tériparatide, sachant que l'acide zolédronique, en dessous de 40 de DFG, on est très prudent pour y aller, et théoriquement, c'est même contre-indiqué. Et le tériparatide, évidemment, s'il y a une hyperparathyroïdie secondaire ou tertiaire, ce n'est pas la molécule de choix. Quelles évolutions, quelles nouveautés, puisqu'on m'avait aussi donné comme contrainte de dire, est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans le domaine? Alors, dans les choses, pas si nouvelles que ça, il y a le score de Frax ajusté, parce que quand vous lisez le score de Frax, l'indicateur, c'est cortisone, pas cortisone. Alors vous me direz, il n'y a pas beaucoup de granulosité. J'imagine bien qu'un patient qui garde en dose de fond 2,5 mg, c'est pas la même histoire qu'un patient chez qui je dois maintenir 15 ou 20 mg de cortisone. On a des ratios, des scores d'ajustement. Si la corticothérapie est supérieure à 7,5 mg, on multiplie notre score par 1,15, donc on rajoute 15%, et donc on majore le risque et que l'on adapte au niveau de corticothérapie. La deuxième chose, les IPP. Alors j'ai choisi ça parce que là, à l'ACR, il y a 2 semaines, il y a eu ce travail qui a été présenté dans le contexte des maladies inflammatoires chroniques et du rôle des IPP. Alors ça fait vraiment plusieurs années que l'on voit que les inhibiteurs de pompe à protons sont des molécules qui ont un effet néfaste sur l'os par
plusieurs mécanismes, l'hypomagnésémie, les problèmes d'absorption de calcium. Et ce sont des patients qui, en fait, là ça a été très joliment, très élégamment montré dans cette étude, ce sont des patients qui vont avoir plus de fractures et plus d'ostéoporose, en particulier quand on les a cortisonnés. Donc c'est un facteur aggravant supplémentaire, et Dieu sait qu'en France, les IPP sont très largement prescrits. Et enfin, l'arlésienne. Alors je pense que tout le monde en a entendu parler ici, les SGRM, les fameux modulateurs sélectifs du récepteur aux glucocorticoïdes, qui sont supposés être des dérivés cortisonnés avec les effets positifs sans les effets négatifs. On en entend parler depuis des années, on a vu, mais ça reste bloqué, la dernière étude que j'ai réussi à sortir c'est 2022, il y en avait en 2021 aussi, mais ça reste bloqué au stade préclinique. Pour l'instant en tout cas dans notre pratique quotidienne, c'est toujours pas arrivé, pas d'études de phase 3, pas d'AMM, donc pour l'instant malheureusement, une croix sur les SGRM, même si en tant que médecin qui s'occupe d'inflammation, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et je termine sur cette dernière diapositive avant la conclusion. Un autre aspect de la protection osseuse, alors je suis vraiment désolé parce que les diapos sortent pas du tout comme je les avais faites, mais un autre aspect de la protection osseuse, c'est l'ostéonécrose. Alors nous à Toulouse, on est particulièrement attaché à cette question. La classification historique de Harley-FICA, Harley et FICA, les anciens patrons de rhumatologie et d'orthopédie à Toulouse. Et donc c'est assez intéressant de voir que cette nécrose, ces ostéonécroses essentiellement fémorales, mais aussi aux épaules et aussi aux genoux, sont très fréquentes sous cortisone. Dans les cohortes de vascularite, c'est un papier qui a été publié dans RMD Open en 2022. Sur les cohortes de vascularite, on voit que 18% de patients atteints de vascularite en cas présentent des nécroses. Vous voyez là avec un effondrement. 15 sur 2 a une nécrose asymptomatique, mais plus important, qu'un quart des patients ont des nécroses de stade chirurgical. Et quand on s'intéresse aux facteurs qui vont aboutir à ces nécroses osseuses, on a le maintien d'une corticothérapie au-delà de 20 mg une fois que la rémission néphrologique est obtenue. C'était des patients dans cette cohorte qui étaient tous traités par rituximab. Le rituximab avait l'air d'être quelque chose de protecteur, mais il ne passe pas la barre de l'analyse multivariée. En univarié, c'était associé, mais pas en multivarié. Donc en tout cas, encore toujours le même message, une corticothérapie maintenue à dose trop élevée va être un poison pour l'os, tant sur le versant ostéoporose que sur le versant ostéonécrose, qu'il faut savoir diagnostiquer chez les gens qui ont des radios anormales, évidemment, mais qu'il faut aussi savoir diagnostiquer chez les gens qui ont des radios normales, parce que c'est ce que j'apprends à mes externes. Douleur des hanches ou des épaules à radio normale égale IRM. Pourquoi? Parce que le diagnostic se fait à l'IRM sur les nécroses précoces. Et que si on ne fait pas l'IRM, on passe à côté du diagnostic. Et on laisse évoluer une nécrose qui va s'effondrer. Donc pour conclure, la cortisone c'est un poison pour l'os. Pensez-y, ça agit fort sur l'os et vite sur l'os, très fort. Dès 3 mois, on a des fractures. Il faut du coup ne pas avoir de retard à la prise en charge. La prise en charge est finalement assez simple, hein. Vous avez des recommandations qui ont été simplifiées avec un dépistage qui est simple, des examens accessibles et le traitement qui est aussi accessible et peu cher. Et puis les modalités de néphroprotection sont multimodales, de protection osseuse sont multimodales, tout comme la néphroprotection. Et je vous remercie. J'espère que j'ai tenu le temps. Merci beaucoup. Effectivement, c'est super intéressant. En tout cas, je sais que nous, en néphrologie, on fait moins bien. C'est sûr qu'on fait moins bien parce qu'on a justement cette crainte de la maladie rénale chronique et l'utilisation d'un certain nombre de ces molécules. Et j'aurais bien posé une petite question sur le patient néphropathe, mais que fais-tu dans les MRC stade 4 en fait en pratique? C'est très dépendant de la sensibilité de l'interlocuteur que j'ai en face. Et de son background, parce que en fonction de si j'ai en face un néphrologue dialyseur ou un néphrologue qui fait plutôt de l'inflammatoire ou un greffeur, j'aurai pas tout à fait la même réponse. Mais mon premier niveau de réponse, c'est celui qui assure le service après-vente, c'est pas moi, c'est le néphrologue. Donc il faut aussi que c'est bien beau d'arriver en disant il y a qu'à faucon, mais si c'est mon collègue qui assure le service après-vente, je dois d'abord respecter la décision et la prise de position de mon collègue. Ensuite, la deuxième chose, que peut-on mettre? Les mesures, les règles diététiques tout le temps. Calcium, vitamine D tout le temps. Dérivé à alpha-hydroxylé, y penser chez le patient qui est très hypocalcémique, parce que c'est quand même quelque chose d'aidant. Et après, les molécules. Alors je vais séparer 3 types de molécules. Les bisphospholates oraux, tels que le risidronate, faible niveau de rémanence osseuse. Dès lors que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas d'os adynamique, parce que le patient n'avait pas des pales osseuses abaissées, très honnêtement, c'est des molécules qui sont plutôt bien tolérées, y compris sur le plan néphrologique. Après, évidemment, vous l'avez très bien expliqué, un point de DFG, c'est un point de DFG. À des moments, c'est très précieux. Donc, c'est une discussion. Mais les séries qui existent, y compris la Cochrane Review, il y a une Cochrane Review qui est une machine de guerre qui est très bien faite. C'est plutôt bien toléré, en fait, les bisphosphonate oraux dans ce genre de cas de figure. Donc, c'est une possibilité qui améliore la densité osseuse et qui réduit le risque de fracture. L'acide zolédronique, la réponse est non. Sur les MRC4, on n'y va pas. Le denosumab, Prolia pour le nom commercial,
C'est un médicament qui est très bien toléré sur le plan osseux. C'est un monoclonal. Les anticorps monoclonaux, ce type d'anticorps monoclonaux, comme les anti-TNF par exemple, ne présentent pas de risque pour le rein. Par contre, le service après-vente, il ne va pas être là. Il va être sur le risque d'hypocalcémie. Et comme il pleut sur les gens mouillés, ce sont des patients qui ont régulièrement déjà de base des hypocalcémies parce que carencés en vitamine D. Donc il faut être, je me rappelle encore avec émotion de mon clinica où il y a eu un denosumab fait chez un patient qui était limite. Je l'ai gardé avec du calcium IV dans le service pendant 4 semaines. C'est long, c'est très très long. Et quand on vous demande ensuite de repression du denosumab, vous y réfléchissez beaucoup avant de le faire. Et vous ne vous faites pas piéger 2 fois sur la carence en vitamine D, très clairement. Mais ça peut marcher avec la question du phénomène de rebond, publié depuis 4 à 5 ans, où les patients, quand on arrête le denosumab, font des fractures vertébrales. Donc c'est une gestion au long terme, parce que je ne peux pas mettre de bisphosphonate IV pour les protéger derrière. Il y a une question, alors on va prendre une question quand même. Attends, je vais apporter le micro, parce qu'après il y a le... Bonjour, merci pour ce très bon topo là, qui permet de faire une belle synthèse. Moi je suis Florent Garou, je suis néphrologue, néphropathologiste. Oups. Donc la question c'est, je le répète pour ceux qui n'auraient pas entendu, à quel moment vous devez adresser au spécialiste, au rhumatologue. Je pense que le dépistage, et je comprends tout à fait, vous avez des patients polymorbides, beaucoup de choses à gérer, vous ne pouvez pas tout faire, c'est pas possible, les journées font 24 heures pour vous comme pour moi. Et la deuxième chose, c'est que de l'autre côté de la barrière, moi je ne suis pas en capacité d'absorber la file active de néphrologie. Donc quand adresser de manière raisonnable, non, c'est pas ça. C'est adressé de manière raisonnable et filiarisé parce qu'il y a des hôpitaux de jour et compagnie. Le dépistage, il faut le faire tout le temps. C'est-à-dire que le patient qui va être greffé, le patient qui va être exposé à la corticothérapie, il faut un baseline, il faut une première densitométrie et une suivante à 1 an. Et je pense que c'est la situation à risque que j'ai définie là, plus de 3 mois avec des densités basses ou plus de 3 mois avec déjà des fractures. Cela on adresse. Parce qu'il va falloir discuter un traitement médicamenteux. Pas juste calcium, vitamine D, faites un peu de sport, monsieur, quoi. Donc, le patient a une fracture et de la cortisone pendant plus de 3 mois, ou le patient a une DMO inférieure à 2,5 et de la cortisone pendant plus de 3 mois. De toute façon, ça va aboutir à un traitement selon les recommandations. Donc celui-là a besoin de voir un spécialiste, pour que, non pas parce que vous ne seriez pas initié, mais aussi parce qu'il y a d'autres éléments qu'on doit rechercher pour ajuster le traitement. Et après, le suivi, on se le choisit en fonction des centres. Mais je pense que c'est les bonnes populations à adresser, parce que vous ne pouvez pas adresser tout le monde, c'est pas possible.